Le thème, c'est entreprendre et réussir. C'est une masterclass. Donc, il n'y a pas de recette universelle pour réussir une entreprise. Donc, quand on dit à un entrepreneur de venir faire une masterclass sur comment entreprendre et réussir, en réalité, on lui demande de venir raconter comment il a entrepris, il a réussi. Parce que ma recette n'est pas nécessairement universelle. Ceci dit, les entrepreneurs ont à peu près le même parcours. Donc, à un moment donné, il y a des notions qui sont universelles, même si il n'y a pas de recette universelle, il y a des notions universelles qui font que, quand vous les suivez, la probabilité de réussite, elle est très grande. Hein? On va commencer par le projet. Parce que même ceux qui ont déjà entrepris, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait, le projet. Et le projet, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on vit, qu'on écrit. C'est-à-dire qu'un projet, il se construit, on l'écrit, on le pense pendant un moment, et on finit par avoir quelque chose de prêt. Alors, la première chose qu'on doit savoir quand on entreprend, c'est que votre projet doit répondre à un besoin de la société. Ça peut être un besoin d'innovation ou un besoin d'amélioration. Mais ça doit correspondre à un besoin. Si comme l'entrepreneuriat venait combler un trou. Et c'est la première raison pour laquelle votre projet a des chances de réussir. Parce que votre projet vient combler un vide. Sinon, il n'a pas d'intérêt. Donc, un besoin d'amélioration, ça veut dire ce que vous voulez faire existe déjà. Mais vous voulez faire mieux. Donc, ça veut dire que dans un projet d'amélioration, vous devez avoir une valeur ajoutée. Et donc, c'est la première question que vous vous posez. Quelle est la valeur ajoutée de mon projet? Si je veux faire un pressing, il y en a déjà 50 000. Pourquoi les gens viendraient chez moi et pas chez les 50 autres 000? Et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Mais si vous arrivez à répondre à cette question, c'est qu'évidemment, votre projet a une probabilité de vivre qui est extrêmement importante. La deuxième chose, c'est un besoin d'innovation. Donc évidemment, vous avez identifié ce besoin, ok? Mais il n'y a aucune solution à ce besoin-là dans votre environnement. Comprenez innovation, les innovations sont contextuelles. Parce que ça peut être quelque chose qui existe ailleurs, mais qui est une innovation chez vous parce que ça n'existe pas chez vous. Donc innovation, ça ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez créé, mais c'est vous qui l'avez apporté dans cet environnement où on en a besoin et il n'existe pas. Donc, vous créez cette innovation-là. Okay? Donc voilà les deux raisons pour lesquelles il faut entreprendre. Il est plus facile d'entreprendre dans l'amélioration que dans l'innovation. Parce que dans l'innovation, vous avez tout à expliquer, vous avez une pédagogie extraordinaire à faire, vous devez faire réaliser aux gens qu'en réalité, ils ont ce besoin-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez leur expliquer comment votre projet ou comment votre solution répond à ce besoin-là. Parce qu'à la fin de la journée, le client est en réalité la raison de votre projet. Donc, dans le projet, ce n'est pas votre intérêt, c'est l'intérêt du client. Si lui n'est pas convaincu, vous pouvez être convaincu de votre projet. Si lui n'est pas convaincu de votre projet n'a pas de sens, en réalité. Puisque c'est pour lui que vous faites ça. Donc, innovation et amélioration. Amélioration, quand vous êtes dans une logique d'amélioration, il faut chercher une niche. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, ce sera dans la niche. Donc, je prends toujours l'exemple, je reviens à l'exemple du pressing. Regardez la majorité des pressings, vous allez déposer vos affaires et vous les récupérez après quand c'est terminé. Si vous vous dites, écoutez, les gens n'ont pas le temps, ils doivent descendre des enfants à l'école, ils sont pressés, ils ont des meetings, le soir ils sont fatigués. Et si je faisais, je créais un système, une application qui faisait qu'on
on identifiait mon pressing, on choisissait les habits qu'on voulait mettre, on mettait des commentaires, on mettait son adresse, on fait le paiement, enfin, on obtient le paiement, on fait le paiement, on vient chercher vos affaires à la maison, on les nettoie, on les ramène chez vous. Ça, ce serait une valeur ajoutée. Et ça coûterait peut-être 1 euro de plus ou 2 euros de plus, mais la perte économique qu'on subit quand on doit aller déposer les affaires, aller les chercher, est certainement plus importante que 2 euros. Donc là, vous apportez une valeur ajoutée. Et là, vous devenez intéressant pour les clients, en réalité. Donc oui, ils peuvent laisser les 50 000 qui existent et venir chez vous parce que vous apportez une valeur ajoutée. Donc vous devez chercher toujours les niches. Ça, c'est la première raison pour laquelle vous devez chercher les niches. La deuxième raison pour laquelle vous devez chercher les niches, c'est que quand vous êtes dans une logique d'amélioration, ça veut dire que le business existe déjà. Donc il y a de la compétition. Donc ceux qui sont déjà là, ils ont de l'expérience, ils ont les clients, ils ont tout ce que vous voulez, et vous arrivez en tant que nouveau. Vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas les clients, et vous venez dans un marché compétitif. Donc vous venez avec beaucoup de faiblesses. Donc si vous allez faire les mêmes choses qu'eux, vous êtes perdant dans cette compétition-là. Mais quand vous venez être pionnier dans une niche, il n'y a personne dans cette niche. Donc, le temps que les gens réalisent que votre niche est profitable, vous êtes le pionnier, vous êtes connu dans cette niche-là. Donc, eux, ils viennent être des challengers, mais vous avez pris une longueur d'avance. Donc, au démarrage, voilà l'état d'esprit dans lequel vous devez être quand vous voulez entreprendre. Ce que ça veut dire qu'on réfléchit beaucoup avant d'entreprendre. On n'entreprend pas par mimétisme. On ne va pas créer un business parce qu'on pense que ça marche pour tous ceux qui sont dans ce business-là. Donc finalement, le business est une extension de vous. Tout ce à quoi vous pensez que vous pouvez avoir à faire quand vous montez un business, mais vous pensez à ça avant. C'est-à-dire que vous ne créez pas le business, vous l'avez sur papier, vous avez créé l'entreprise, et maintenant vous posez des questions. Mais qui sont mes clients? Mais comment je finance ce business-là? Est-ce que mon produit sera mieux que les autres? Non. Toutes ces questions, vous les posez avant. Une fois que vous créez la société, vous êtes comme dos au mur. C'est-à-dire que vous avez un mur derrière vous. Dès que vous faites 2 pas en avant, le mur, il avance. Il est toujours derrière vous. Il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous entreprenez, c'est que la probabilité d'échec est nulle. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. La probabilité d'échec est nulle. Sinon, pourquoi vous allez entreprendre quand vous pensez qu'il y a une probabilité d'échouer? Ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, si vous savez d'avance que vous allez échouer, mais enfin, ça ne sert à rien de gaspiller votre argent. Autant prendre ça à voyager, au moins vous profitez de ça. Donc, la probabilité d'échouer est nulle. Ça veut dire que l'état d'esprit dans lequel vous êtes va déterminer si vous réussissez ou pas. C'est en ça que l'arrogance positive est très importante. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas de raison que je joue à ce projet. Et parce que c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les stratégies. Donc c'est extrêmement important. Donc vous avez créé le projet. OK? Mais il y a une chose qui est extrêmement importante dans la conception même du projet, c'est votre capacité à maîtriser la psychologie de votre environnement. On ne peut pas entreprendre dans un environnement qu'on ne connaît pas. Donc quand je discute avec les gens ici qui disent « je veux investir en Afrique », vous êtes déjà allé en Afrique? Non. OK. Et comment voulez-vous investir dans un pays où vous n'avez jamais été ou sur un continent où vous n'avez jamais été? Vous devez... je vous disais que l'investissement, c'est une extension de vous. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez investir dans un environnement, vous devez sentir l'environnement. Vous savez, prendre l'avion, arriver dans un pays, il y a une connexion énergétique qui se crée avec cet environnement. Des fois, c'est une mauvaise énergie.
vous vous rendez compte tout de suite que vous ne vous sentez pas à l'aise. Et il y a des endroits où vous arrivez, vous avez comme l'impression que vous êtes né dans cet endroit-là. Et donc, quand vous n'arrivez pas à créer cette énergie-là, ça ne sert absolument à rien parce que tout est psychologique. Si vous ne créez pas de connexion, vous ne pouvez pas. Donc, connaître l'environnement, être à l'aise avec l'environnement, c'est un élément sine qua non de réussite. Connaissez l'environnement. Et quand vous connaissez l'environnement, vous configurez votre projet en fonction de l'environnement. Vous savez, maîtriser la psychologie de votre environnement et de votre interlocuteur vous donne non seulement une longueur d'avance, mais vous met dans une position où vous savez exactement ce qu'il recherche. Parce que c'est ça, en réalité. Vous voulez donner une solution que les gens veulent. Comme j'ai dit, soit ils le savent qu'ils veulent, tant mieux, vous le leur donnez, ou ils ne le savent pas, vous arrivez à les convaincre qu'ils ont besoin de ça et vous leur donnez cette solution-là. Dans cet environnement, vous devez le connaître, vous devez le maîtriser. C'est extrêmement important. Connaître, maîtriser la psychologie non seulement de votre environnement, mais de vos interlocuteurs. Et ça nécessite d'être patient, ça nécessite d'être à l'écoute, ça nécessite d'être bon observateur et ça nécessite également de parler aux gens dans cet environnement et qui sont dans les secteurs d'activité dans lesquels vous voulez rentrer. Les études de marché que vous allez lire, quelqu'un va vous faire une étude de marché et vous la donnez, vous allez lire l'étude de marché. Et vous ne pouvez pas prendre vos décisions uniquement sur l'étude de marché de quelqu'un d'autre. Parce que cette étude de marché, elle a aussi un côté subjectif. Donc cette personne vous a fait une étude de marché selon lui, sa subjectivité, même s'il a pris des paramètres quantitatifs universels. Mais il y a un côté opinion dedans, il y a un côté ressenti dans son analyse. Et c'est pourquoi c'est bien que vous fassiez vous-même votre propre étude de marché. L'étude de marché n'a pas besoin d'être scientifique. Elle n'a pas besoin d'être scientifique. C'est-à-dire que vous allez parler aux gens, vous voulez faire un pressing, vous allez parler aux gens qui ont des pressings. Vous êtes client, alors comment ça se passe? Voilà, il y a beaucoup de clients, c'est quoi leurs préoccupations? Est-ce que les gens se plaignent? Et vous avez souvent des problèmes. Quand vous faites une tâche sur l'habit de quelqu'un, quelle est sa réaction? Enfin, tout ça vous permet de ficeler. Ce que je veux vous dire, en fait, quand le projet il est bien ficelé au départ, avec le bon état d'esprit, ça peut vous paraître peut-être léger, mais c'est extrêmement important. Vous savez, si je prends l'exemple de Bloomfield, donc j'ai créé Bloomfield en 2007, donc il y a 17 ans. Et je peux vous dire que la probabilité de réussite de Bloomfield était 0%.